Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro du magazine Écho du portefeuille. Et pour ce jour, nous parlerons exclusivement du contrat de mandat. Nous aurons différents invités. Monsieur le directeur général, vous venez là de signer. La cérémonie vient d'avoir lieu. Quelle est l'importance de ce contrat mandat? Merci beaucoup, madame. Vous savez que nous avons pris l'engagement avec l'État congolais qui nous a confié ces sociétés. Il doit y avoir un cadre juridique qui définit les responsabilités de chacun, les droits et les devoirs des mandataires pour que nous puissions assumer avec responsabilité et humilité, bien sûr, les fonctions qui nous sont confiées par l'État propriétaire. Cette cérémonie revêt un caractère excessivement important. Je voudrais tout simplement dire que la période de mandataires bourgeois, si on peut les appeler ainsi, elle est dépassée. Pendant cette période-là, le mandataire s'est considéré comme mandant et mandataire. Il y avait les obligations qui n'étaient pas suivies, qui n'étaient pas mises en exergue. Mais à travers cette cérémonie, c'est une ligne droite vers le mandataire qui répond de ses actes, qui répond de ses obligations. C'est quelque chose qui va permettre, qui va mettre sur la table un élément capital, la redevabilité. Puisque si vous travaillez sans redevabilité, c'est comme si vous étiez propriétaire de cette entreprise. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes mandataire. Et si vous êtes mandataire, ça dit qu'il y a un mandant. C'est le mandat qui vous a donné ce pouvoir et c'est le mandat qui donne toutes les conditions possibles. C'est le mandat qui vous demande de faire la restitution, la redevabilité. En fait, il faut reconnaître que cette nouvelle approche, il faut l'inscrire à l'actif de son Excellence, Monsieur le Président de la République, puisque c'est lui qui a toujours prôné et insisté sur la redevabilité. Pour moi, j'estime que c'est une belle cérémonie dans la mesure où l'État actionnaire, qui est représenté par les ministères du portefeuille, a cette obligation de veiller sur la bonne marche des entreprises. Et aujourd'hui, je considère que le contrat mandat que nous avons signé, c'est une redevabilité vers l'État congolais. En fonction de ça, personnellement, j'avais déjà commencé au niveau de mon entreprise à élaborer le plan stratégique 2023-2025, un plan triennal de 3 ans que nous sommes en train de suivre. Donc, en fonction de ce plan, de ce programme, de ce contrat de mandat, nous allons faire signer maintenant des contrats programmes au sein de notre entreprise, des communes. Donc chaque directeur doit signer maintenant avec moi un contrat programme. Comme moi aussi j'ai signé avec l'État congolais des contrats de mandat, parce que c'est lui qui m'a donné les mandats. Et moi je vais signer des contrats de performance. Dans ces contrats de performance, nous allons fixer les objectifs que chaque directeur doit atteindre. Et je dois les évaluer aussi. Puis je sais qu'ils seront aussi évalués par l'État propriétaire. Premièrement, je compte remercier Madame l'Excellence, Madame la Première ministre, d'avoir été présent à cette signature, ainsi que le ministre du portefeuille d'avoir pris l'engagement de nous ramener à l'ordre, disons-le comme ça, parce que le contrat mandat, effectivement, il s'agit là d'un pouvoir que l'État nous donne pour agir pour son compte et en son nom. Et aussi de nous, en tant que mandataires, de l'obligation que nous avons vis-à-vis de l'État d'avoir un comportement digne de ce nom pour représenter l'État face à ses intérêts. Le contrat mandat, c'est un contrat de travail. Nous sommes employés par l'État congolais. Donc il nous fallait régulariser notre situation contractuelle avec l'État congolais. Donc aujourd'hui, on a un contrat de travail. Le contrat de travail clarifie carrément les obligations et les attentes. Mais aussi la rémunération, les avantages, etc. Donc nous savons clairement aujourd'hui ce que l'État veut, parce que l'État en avait
a précédemment clairement défini ce qu'il voulait. Et donc, nous avons aujourd'hui un document de référence qui nous lie à l'État congolais et qui nous parle de nos obligations et des attentes de l'État pour le travail que nous faisons. Alors, nous allons quand même parler de quelques lignes de l'ONATRA. Comment ça se passe là-bas? Comment ça va? Mais l'ONATRA, nous sommes, comme d'aucuns le savent, nous sommes comme les autres entreprises du portefeuille. Ces entreprises ont passé plus de 40 ans sans renouveler l'outil de production. Ça veut dire que nous sommes des entreprises qui sommes en train de nous recapitaliser pour retrouver les niveaux acceptables qui peuvent permettre à servir la population. Comme vous savez, les entreprises comme les nôtres sont des régulateurs de l'économie. Donc l'État nous confie la mission de pouvoir rendre service à tous les citoyens sans exclusif. Alors que le privé, il vise que les bénéfices et les intérêts. Nous sommes les régulateurs de l'économie et au jour d'aujourd'hui, comme toutes les entreprises du portefeuille, nous souffrons de cette difficulté qu'il y a eu depuis plusieurs années où on a accumulé et qu'on n'a pas renouvelé l'outil de production. Et c'est la chose à laquelle nous sommes en train de nous atteler présentement. Est-ce qu'avec ce contrat mandat, la solution peut être trouvée facilement ou Ce que j'ai retenu dans le discours du ministre du portefeuille, c'est parmi les pesanteurs qui font que les entreprises du portefeuille souffrent, notamment des saisies intempestives avec des jugements uniques faits dans le sens de détruire textuellement les biens de l'État et les transferts des capitaux financiers de l'État vers les privés au travers de la justice qui nous mine et qui mine nos entreprises. Et là, comme ils ont pris ça à bras des corps, il y en a beaucoup, mais j'insiste là-dessus puisque c'est devenu un fléau où les finances de l'État passent entre les mailles de la justice pour aller enrichir les privés. Et là, ça va nous permettre de pouvoir respirer un peu et investir cet argent dans l'outil de production. Le chef de l'État tient mordicus à la relance des entreprises minières, dont la Sokimo. Parlez-nous brièvement de la relance de la Sokimo et puis de la production du premier lingot d'or. Ce que je peux nous dire aujourd'hui est que tout est fin prêt pour la première coulée du premier lingot d'or. Et nous sommes déjà à la dernière phase où nous faisons l'élition, ce qui veut dire l'électrolyse et l'obtention de l'or brut. Bon, vu que c'est une activité tellement stratégique et la zone à laquelle nous fonctionnons actuellement, ça ne nous permettrait pas à cette étape de relayer certaines informations, mais je peux vous informer la presse que d'ici quelques jours, quelques semaines, vous allez voir dans des médias où nous allons présenter. Et nous souhaiterions que nous soyons honorés par la présence de nos ministères de tutelle pour ces grands jours qu'attend la société, pour faire voir à toute la population congolaise et particulièrement parce que nous sommes dans les deux provinces, la province de Litour et de Haut-Ouélé, que le nouveau comité de gestion qui incarne la vision du chef de l'État est déterminé à travers la gestion axée sur les résultats, la coulée du premier lingot d'or. Donc je crois que ce n'est qu'une question de quelques jours et quelques semaines. Très bien. Alors vous avez hérité d'une Sokimo pratiquement malade avec plus ou moins 100 mois d'arriérés de salaire, ce qui est vraiment énorme. Avez-vous une recette pour pallier à cette situation? Bon, aujourd'hui, si je peux parler en termes de recettes qui fait fonctionner la Sokimo, ce n'est qu'un de nos partenaires, parce qu'il y a autant de partenariats qui sont défaillants, dont nous travaillons jusqu'à ce jour pour voir comment nous pouvons améliorer ces partenariats dont j'ai évoqué qui sont défaillants aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul partenaire qui est arrivé à la production, ce qui fait qu'à la Sokimo aujourd'hui de pouvoir fonctionner, mais en même temps aussi, selon notre management, avec le peu que nous recevons de nos partenaires, ce qui nous permet de les investir pour que la Sokimo, comme veut le chef de l'État, redevienne encore un opérateur minier. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement de SNCC? Comment ça se passe? Quels sont les défis? Bon, la SNCC
sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo, la SNCC traverse 12 provinces. Donc, il faut se dire que si la SNCC a des problèmes, c'est la République, toute la République qui a des problèmes. La SNCC, c'est une affaire de 3641 kilomètres de chemin de fer. Et il faut le reconnaître que le rail, la voie ferrée, notre voie ferrée, date de la période coloniale. Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés? Sur le plan des ressources humaines, nous avons un personnel dont l'âge moyen est de 62 ans. Donc les grands défis, il faut rajeunir le personnel. Il faut ramener le personnel à la limite à une moyenne de 30 ans. Ça sera une très bonne chose puisque avec les mains jeunes, il y a cette possibilité de redresser l'entreprise. Mais ne vous en faites pas, les cheminots, nonobstant leur âge, ils ont leur ingéniosité qui va vous surprendre du point de vue de la production au fur et à mesure que nous allons avancer. En quelques lignes, comment ça se passe là-bas à Kobile? Quels sont les défis? Quelles sont les réalisations de votre entreprise? Moi, chez Kobile, bon, les défis, il y en a. Les réalisations aussi, il y en a. Parce que nous avons pris le pouvoir, on a constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et c'est à ce moment-là que nous sommes décidés de pouvoir mettre en place cette stratégie pour les relever. Donc, au niveau des constructions d'abord, au niveau d'abord du marché, parce que nous sommes là pour la vente du carburant. Notre grand souci est de renouveler, d'augmenter les stations-service. Et là, il y a des nouvelles stations que nous allons construire et nous avons déjà commencé à prendre langue avec des partenaires extérieurs qui vont nous aider à construire. De deux, nous avons constaté que dans les stations-service, il y a beaucoup de charges. Des charges liées à la SNEL, des charges liées aux groupes électrogènes qui sont en panne, des carburants et tout. C'est ce que nous avons pris aussi contact avec des Américains pour installer les stations solaires que nous appelons photovoltaïques solaires. Et là, nous avons inauguré la fois passée à Molende, je crois que le ministre était avec nous là-bas, vous avez été avec nous. Pour le moment, la station de Molende ne fonctionne pas ni avec l'électricité nationale, ni avec les groupes électrogènes, mais c'est avec les panneaux solaires maintenant. Et nous allons les faire partout. C'est une grande réalisation. Ce sont des charges que nous diminuons. Ce que nous gagnons, ça va servir à autre chose. Nous sommes en train aussi d'étendre nos activités à l'ouest, à l'est du pays. Puisqu'au Gatanga, surtout au Gatanga, parce que nous savons qu'il y a des miniers qui sont là, et nous ne pouvons pas laisser l'entreprise comme ça, sans accroître, sans entrer dans le monde des miniers. Nous avons déjà même parlé de ça au ministre, de nous aider à installer un complexe à l'époque, comme il était dans les Gatanga. Mais actuellement, ce sont des privés qui sont en train de livrer des carburants aux miniers, alors que nous sommes une société de l'État congolais. Et là aussi, nous avons déjà envoyé, il y a 2 semaines, j'ai envoyé une équipe, une délégation qui est arrivée à Gouachi, qui a pris langue avec certains miniers. Et bientôt, nous allons commencer à y livrer du carburant aussi, pour étendre nos activités. Et ce n'est pas même fini. Au niveau du personnel, là aussi, nous sommes en train de mettre en place aussi une structure qui a été adoptée par le conseil d'administration pour que nous puissions placer aussi des zones capables, chacun à son poste, capables de rendre service, remplir la mission. Comme je venais de vous parler du contrat programme que je vais signer avec chaque directeur, je voudrais les évaluer pour que chacun puisse me produire ce qu'il est capable de faire. Ça sera une évaluation semestrielle. Chaque 6 mois, je dois les évaluer pour qu'à la fin de l'année, nous puissions voir où est-ce que nous sommes arrivés et nous devons atteindre les objectifs. Actuellement, nous avons 38 stations dans la ville de Kinshasa. Et notre objectif est d'avoir 50 stations dans la ville de Kinshasa ici. Comment ça se passe? Comment on va? Vous pouvez vous brosser succinctement comment ça se passe là-bas à PHC?
La plantation Willery du Congo est parmi les anciennes structures qui œuvrent dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie et précisément dans le secteur de l'huile de palme qu'elle produit de manière brute. Et alors, au sein du conseil d'administration, c'est vrai que nous rencontrons certaines difficultés, mais nous avons confiance au leadership du ministre du portefeuille, M. Jean-Lucien Boussa, pour permettre en fait, premièrement, de pouvoir assainir d'abord le secteur de l'administration afin que les responsabilités ou les pouvoirs, les orientations soient bien prises pour permettre à ce que cette société puisse briller davantage. Donc, actuellement, nous pouvons dire que nous sommes un peu en attente de la position du ministre du portefeuille vis-à-vis de la structure ou la société Plantation et Willery du Congo. Vous avez souligné quelque chose, il y a des défis. Voilà. Alors, pouvez-vous nous en citer quelqu'un là? Vous savez que bientôt le monde est en train de migrer vers le biodiesel et du coup, dans quelques années, l'huile rouge sera un élément capital qui interviendra dans plusieurs secteurs, entre autres le secteur alimentaire, le secteur cosmétique, le secteur pharmaceutique et ainsi il est très important pour l'État congolais de pouvoir se pencher là-dessus parce que ça peut être, nous pouvons retrouver la première passe d'être premier producteur d'huile de palme en République démocratique du Congo et surtout en Afrique. C'est un défi que j'aimerais bien accomplir et relever. Alors, parlons brièvement de la Régie des eaux. Faites-nous un diagnostic en ce moment de l'entreprise que vous dirigez, la Régie des eaux. Très bien. La Régie des eaux, elle va un peu bien, mais je crois qu'elle va de mieux en mieux. Quand nous sommes arrivés à la Régie des eaux, elle était en lambeaux. Je crois qu'elle a encore beaucoup de difficultés, mais nous avons fait des progrès. Les 4 dernières années, le taux de desserte au pays est passé de moins de 30% à 26% à peu près. Aujourd'hui, nous sommes entre 34 et 36%. Je crois que avant la fin de cette année, on aura ajouté encore 2,5 millions des personnes sur la liste de ceux qui ont accès à l'eau potable, parce que comme vous le savez, nous allons ajouter un module à l'usine d'Ozone pour plus de 110 000 m3 jour. Nous avons également des projets dans le Kasaï central où avant la fin de cette année, on aura sélectionné un prestataire pour la construction d'une grande usine de traitement de l'eau à Kananga. Nous avons des projets à Matadi, nous avons des projets à Kisangani, nous avons des projets à Goma, à Bukavu, évidemment dans le Grand Bandundu, dans le Grand Équateur, dans le Katanga, etc. Tous ces projets nécessitent des moyens et nous disons que ces moyens, il faut les chercher ici parce que nous, en tant que peuple, en tant que pays, nous devons nous prendre en charge. Nous devons avoir une conversation franche à propos des tarifs parce que les tarifs que nous avons aujourd'hui, les tarifs de l'eau, sont parmi les moins chers au monde. Et aussi, ils ne sont pas rémunérateurs. À la Régie des eaux, je produis de l'eau à 115-117 $ par mètre cube. Je vous vends à 0,85 par mètre cube. Donc, je ne peux pas construire la meilleure compagnie que je veux de l'Afrique avec un tarif qui ne rémunère pas. Il faut qu'on soit capable de couvrir au minimum le coût de revient et aussi avoir un profit régulé parce que nous sommes une industrie régulée en RDC. Donc, nous, on se bat de notre côté pour être redevable pour chaque dollar que nous recevons de vos paiements, pour être redevable pour chaque investissement que nous recevons, mais aussi, je termine, nous voulons justement que vous puissiez nous accompagner en tant que peuple pour qu'on attaque ce problème une fois pour toutes, qu'on le termine. Avec l'avènement du nouveau ministre du portefeuille, quelles sont vos attentes? Nos attentes avec le ministre du portefeuille sont nombreuses et il nous a déjà promis. Parce que nous avons les grands défis, comme tu as demandé, les grands problèmes que nous avons chez nous, c'est le problème du gouvernement qui ne paye pas nos dettes. Vous voyez, par exemple, nous avons un contrat avec le gouvernement. Le gouvernement nous demande de payer, de livrer plutôt les carburants chez Transco régulièrement. Et le gouvernement, dans le contrat, c'était prévu de nous payer chaque fin du mois, on rembourse l'argent des carburants que nous avons livrés. Malheureusement, là où nous sommes maintenant au prix de 8 millions de dollars non payés par le gouvernement. Et ça, nous avons porté les problèmes au ministre du portefeuille, qui en a parlé aussi au conseil des ministres plutôt. Mais nos attentes, c'est qu'on puisse nous payer nos arriérés
pour nous permettre aussi de payer nos fournisseurs. Parce que ce n'est pas le carburant que nous générons, nous, chez nous. C'est le carburant que nous achetons à l'extérieur. Et nous devons être quand même crédibles vis-à-vis des banques et vis-à-vis aussi des fournisseurs qui nous ont livré le carburant. Et nous attendons que les ministres puissent nous aider. Les attentes, c'est que l'État congolais soutienne d'une manière stricte les développements et des entreprises publiques. Et là, nous sentons tout de suite d'entrée de jeu cette volonté-là. Il faut que cette volonté maintenant se transforme en action sur le terrain, de telle manière que les entreprises publiques de l'État servent réellement les rôles pour lesquels ils ont été créés. En ce qui concerne l'excellence Monsieur Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, que je félicite énormément d'être revenu au sein du gouvernement, nous attendons de lui, effectivement, comme il a toujours dit, cette tête de locomotive, une orientation objective pour les défis que chacune des entreprises doit relever. Parce qu'il faut dire que c'est lui notre cerveau moteur, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous transmet effectivement la vision que l'État veut en termes de ces sociétés dans lesquelles il envoie ses mandataires. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le magazine Écho du portefeuille. La technique a été assurée par José Kayembe, Christian Mboma, Christian Mombulo, Vadia Basten et Henrik Zola, sous la supervision de Kokongobé. Merci et très prochainement.